sommes maintenant au 23e jour du programme du cours d'anglais public. Alors là, nous sommes toujours dans le cours phonétique où nous abordons maintenant la phonétique anglaise. Ce qui arrive, c'est que durant les derniers cours, vous avez été bien enseigné sur la phonétique française. Vous avez pu voir comment elle vous aide à vous familiariser avec les signes phonétiques avec moins d'efforts. En effet, les mêmes signes phonétiques que vous avez appris correspondent aux sons que vous connaissez déjà en français, ce qui en fait facilite l'apprentissage. Donc maintenant, nous allons aborder la phonétique anglaise. Il y a un lien fort entre la phonétique anglaise et la phonétique française dans le cadre de l'alphabet phonétique international parce que, disons par rapport au fait que les mêmes symboles correspondent aux mêmes sons. Alors, bien entendu, cela permet de suivre toute la structure de l'alphabet phonétique international dans le cas des deux langues. Cela signifie que lorsqu'un même son est partagé par plusieurs langues, il est représenté par le même symbole. Ainsi, avoir appris la phonétique française vous aidera à mieux comprendre la phonétique anglaise. Un autre avantage par rapport au fait d'avoir appris la phonétique française est que les lettres phonétiques d'un groupe de langues vous permettent de mieux identifier les sons à partir d'un texte, que ce soit en français ou en anglais. Donc, en apprenant la phonétique française, et surtout avec l'alphabet IPA, étant donné que ce sont les mêmes lettres qui correspondent aux mêmes sons, donc pour chaque langue qu'on aurait les mêmes sons, vous aurez pratiquement les mêmes symboles. Alors, nous avions déjà parlé de cet aspect. Donc, en conséquence, ça va vous aider à reconnaître les sons que vous avez en commun avec l'anglais. Et en même temps, ça va vous aider à reconnaître les sons qui peuvent paraître semblables, mais en réalité qui ne sont pas identiques parce que les mouvements des organes vocaux ne sont pas les mêmes. Donc, nous allons avoir des exemples sur ce fait un peu plus tard dans cet exposé. Et bien entendu, tout au long de l'apprentissage de la phonétique anglaise, vous allez voir ces différences-là dont nous parlons. Alors, c'est pour cette raison que nous abordons la phonétique anglaise. Donc, sur l'écran, vous voyez l'alphabet phonétique français avec les sons que vous avez déjà appris. Alors, ça, c'est l'alphabet phonétique français, l'alphabet IPA, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international. Alors, IPA, c'est en anglais, mais pour le français, c'est alphabet phonétique international, c'est A et PI. Alors, là, vous avez remarqué les 36 sons que vous aviez appris. Alors, les lettres qui sont en bleu correspondent aux sons qu'on n'a pas en anglais et les lettres qui sont en rouge sont les sons qui sont aussi en anglais, c'est-à-dire les sons que vous avez en commun avec la langue anglaise. Donc, en conséquence, cela facilite en fait la transition. Alors, en parlant de transition, il faut dire que tous les francophones ne peuvent pas nécessairement faire cette transition de la même manière. Par exemple, quand on prend l'aspiration de certaines consonnes, n'est-ce pas, en phonétique anglaise, l'aspiration joue un rôle important et nous allons aborder en plus de détails, n'est-ce pas, cela en plus de détails, alors que pour certains francophones, l'aspiration n'existe presque pas, alors que d'autres en sont beaucoup plus habitués. En conséquence, ces derniers ont un grand avantage sur ce point-là parce que leur adaptation sera faite beaucoup plus rapidement par rapport à ceux qui ne sont pas habitués à l'aspiration. Maintenant, à l'écran, nous affichons là les 19 sons que vous avez en français et qu'on a aussi en anglais. Alors, nous n'allons pas les lire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir les lire vous-même. Et ainsi, vous voyez les sons qui sont en anglais que vous n'allez pas apprendre puisque vous les avez déjà. Alors, maintenant, passons directement à la phonétique anglaise.
Alors, l'alphabet phonétique anglais compte 44 sons. Alors, sur l'écran, vous voyez ces sons. Ceux qui sont en bleu sont spécifiques à l'anglais et ceux qui sont en rouge sont les sons que vous connaissez déjà en français. Alors là, vous pouvez constater comment cela vous est déjà utile. Donc, au total, il y a 25 sons à apprendre pour maîtriser la phonétique anglaise. Ce sont ces 25 sons que nous affichons pour vous maintenant à l'écran. Nous n'allons pas vous les lire parce que, en fait, au cours de l'apprentissage, vous allez apprendre chacun de ces symboles pour voir avec quels sons anglais ils correspondent. Maintenant, parlons de la structure des sons. En rapport avec la structure des sons en anglais, il y a les voyelles, les consonnes, les accents et les syllabes. Alors, en rapport avec les consonnes, nous affichons pour vous à l'écran les consonnes. Alors, bien entendu, parfois on parle de demi-voyelles ou de demi-consonnes, mais nous parlons, nous traitons les demi-voyelles en consonnes. Pourquoi? C'est parce que dans l'alphabet conventionnel, c'est beaucoup plus facile de parler de demi-voyelles en fonction de la structure ou des symboles qu'on désigne pour représenter un son, un groupe de sons. Par exemple, le Y qui fait effet de voyelle et à la fois de consonne. Mais pour la structure phonétique, les lettres qu'on classifie de semi-voyelles font en fait fonction de consonne parce que, en fait, lorsqu'ils peuvent former une syllabe à part entière avec une voyelle, mais ils ne peuvent pas former deux syllabes à part entière avec une consonne. Donc, par conséquent, pour rendre les choses plus simples, nous classifions toutes ces demi-voyelles. Alors, qui dit demi-voyelle dit demi-consonne. Toutes ces demi-voyelles est dans la catégorie de consonnes. Ainsi, vous avez pu constater sur l'écran qu'il y a 24 consonnes dans l'alphabet phonétique anglais. Donc, vous avez 7 consonnes à apprendre parce que ce que vous voyez en rouge sont les consonnes que vous savez déjà. Maintenant, parlons de la structure de ces consonnes. Alors, il y a 2 consonnes à 2 symboles quand on prend le J et le Ch que vous voyez sur l'écran. Alors, dans l'alphabet phonétique français, on considère ces sons-là comme 2. En fait, il n'y a pas beaucoup de mots qu'on va repérer en français qui auraient ces 2 sons à part entière en tant que sons combinés, mais en anglais, alors, il faut dire qu'il y a une grande fréquence quant à ces sons, comme le J et le Ch. Donc, par conséquent, on les considère comme, chacun de ces sons-là, comme 2 sons séparés, c'est-à-dire le D, Ch. Au lieu de considérer D, Ch comme 2 sons, on considère J comme un son. Au lieu de considérer T, Ch comme 2 sons, on considère Ch comme un son. Par exemple, pour le son de Ch, on a choc. Alors, le Ch est considéré comme un son, mais qui est représenté par 2 symboles. Maintenant, parlons de 3 sons qu'on a en français, mais qui sont modifiés en anglais. Et ce sont les sons D, T, R, alors qui sont représentés par les lettres que nous appelons dans l'alphabet français D, T et L. Alors, pour le D, alors en français, alors il faut dire plutôt que certains francophones produisent ce son en ayant le bout de la langue à l'intérieur et de la bouche qui touche le fond du palais. Par exemple, dur. Donc, mais en anglais, pour produire ce son, le bout de la langue touche la partie intérieure de la lèvre supérieure. Par exemple, dans det. C'est le même cas pour la lettre T. Alors que certains francophones, pour produire le T, met le bout de la langue à l'intérieur et de la bouche qui va frapper le palais de la bouche. Mais en anglais, ce qu'on fait, on frappe plutôt, on fait la même chose pour la lettre D. Le bout de la langue touche la partie intérieure de la lèvre supérieure. Par exemple, c'est le cas dans le mot perle. Donc, au lieu de mettre le bout de la langue à l'intérieur de la bouche, donc on fait en sorte que le bout de la langue frappe la partie intérieure de la lèvre supérieure pour dire perle. Alors, on voit là que ce sont des choses qu'on aura à pratiquer dans le cadre de
des leçons phonétiques pour apprendre l'anglais. Maintenant, parlons de la lettre L. Donc, alors, le symbole de la lettre L qui produit le son R. Alors, lorsque les francophones touchent le bout de la langue à l'intérieur du palais pour dire les, par exemple, mais en anglais, il y a deux mouvements qui se produisent pour produire ce son, dépendant de si la lettre L est au début de la syllabe ou à la fin de la syllabe. Par exemple, si la lettre L est au début de la syllabe, ça veut dire le son L est au début de la syllabe. Par exemple, pour dire let, alors là, le bout de la langue frappe la partie intérieure de la lèvre supérieure pour dire let, par exemple. Mais quand ce son termine la syllabe, le bout de la langue se plie vers l'intérieur de la bouche. Par exemple, pour dire terre. Donc, alors que dans le premier cas, par exemple, alors je vais prendre un exemple de nouveau mot. Little. Le premier son L débute la syllabe, donc par conséquent, le bout de la langue frappe l'intérieur de la lèvre supérieure pour dire l'air. Mais quand on dit little, donc le son L termine la syllabe, donc la langue se plie vers l'intérieur pour faire R. Par exemple, dans le mot père. Alors, vous comprenez pourquoi les anglophones, quand ils parlent de français, il y a des mots qui sonnent drôlement, c'est parce que ils ne produisent pas les mêmes mouvements que les francophones pour produire certains sons. Maintenant, parlons des consonnes que vous allez apprendre. Alors, ces consonnes sont affichées à l'écran, donc laissez-moi vous donner un aperçu sur chacune d'elles. D'abord, il y a le H. Alors là, c'est l'aspiration R. Alors, sur ce point, ce qui arrive en français, c'est que l'aspiration de la lettre H est rare et par conséquent, dans les écrits, la lettre H est presque toujours silencieuse. Par exemple, dans le mot homme, n'est-ce pas, il y a un H, mais on ne dit pas homme, on dit homme. Donc, l'homme, n'est-ce pas, au lieu de le homme, ou bien le homme. Donc, alors, ce qui arrive, c'est que quand on traverse en anglais, donc le H devient un son à pratiquer pour que cela puisse être ne pas oublié par un francophone qui apprend l'anglais. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous n'aspirez pas, alors vous allez dire un autre mot à la place. Par exemple, il y a le mot I, n'est-ce pas, qui veut dire je, mais le mot hi veut dire salut. Alors, on comprend si à chaque fois qu'on veut dire hi, on dit I, alors l'anglophone entend carrément un autre mot. Alors, ça c'est le cas pour la plupart des mots qui sont aspirés en anglais. Si on n'aspire pas le mot, ça va produire un autre mot. Donc, on ne veut pas dire un mot pour un autre. Donc, voilà pourquoi c'est essentiel de prendre son temps et d'apprendre à produire les sons convenablement. C'est pourquoi ce son est affiché comme un son à apprendre. Maintenant, parlons de deux sons que les francophones trouvent très difficiles à produire en anglais. Alors, tous les non-anglophones, je ne connais pas d'autres langues qui ont ces sons de toute façon, trouvent que c'est très difficile de produire ces deux sons. Alors, ces deux sons sont représentés dans les textes anglais avec la combinaison de deux lettres, c'est le TH. Alors, il y a tellement de confusion autour de ce son que certains francophones vous disent d'autres essaient de dire z à la place de ce son. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne tient pas. Ce sont deux sons qu'on n'a pas en anglais, disons qu'on n'a pas en français qu'on doit apprendre. Alors, vous remarquez que la lettre TH représente deux sons au lieu d'un son. Alors, le premier, c'est le V. Alors, pour produire ce son, vous poussez le bout de la langue à l'extérieur de la bouche, ou plutôt à l'extérieur des lèvres. Naturellement, on n'a pas besoin de le produire de façon dramatique, mais ce qui est important, c'est que le bout de la langue soit à l'extérieur de la bouche, n'est-ce pas, et que le bout de la langue se pointe vers le haut, et en le tirant vers l'intérieur, ça va produire le son V.
mais surtout, il faut insérer un peu, disons, la langue entre les deux rangées de dents, n'est-ce pas? Et puis, en le tirant, ça va produire le son th. Un mot qui a ce son, c'est le mot things. Things. Tandis que pour le deuxième son, que représente disons, la même combinaison de deux lettres TH, c'est le son the. Alors, pour produire ce son, vous faites les mêmes mouvements avec la langue que pour le premier son, mais au lieu de pointer le bout de la langue vers le haut, on fait ça vers le bas. Donc, on insère toujours la langue entre les deux dents, les deux rangées de dents de préférence. Donc, la langue est sortie vers l'extérieur des rangées de dents avec les lèvres ouvertes. Maintenant, on pointe le bout de la langue vers le bas et en le tirant, ça fait the. Donc, par exemple, dans le mot this, les mots comme this, that, there, then, ce sont deux mots qui sont produits avec ce son, même si cela s'écrit avec TH. Donc, on comprend que les bienfaits de l'apprentissage de la phonétique anglaise est le fait de vous permettre de faire ces différences qu'on ne pourrait pas faire autrement, n'est-ce pas? Donc, on a le premier son qui est the, tel que thanks, par exemple, alors que le deuxième son, c'est the, c'est beaucoup plus lourd, tel que dans this. Alors que dans le premier cas, le bout de la langue est pointé vers le haut. Donc, dans le deuxième cas, le bout de la langue est pointé vers le bas. Bien entendu, chaque lettre va faire, disons, chaque son va faire partie d'une séance de pratique pour pouvoir mieux produire ces sons. Maintenant, parlons du son ng. Alors, comme vous voyez, le symbole est représenté par un N, dont l'autre partie, la partie de droite, est prolongée et tournée, donc ça fait le son ng. Alors, c'est un son qu'on n'a pas en français, mais par contre, on peut entendre des mots qui ont ce son. Par exemple, ping-pong. Donc, on a le son ng. Alors, on a ce son dans des langues africaines. Par exemple, alors si vous êtes un Africain qui parle le lingala, donc vous avez ce son. Et aussi, si vous êtes un Haïtien, vous avez ce son, par exemple, dans le mot ougan. Alors, ce son est très fréquent et très utilisé en anglais, surtout dans les formes verbales telles que doing, par exemple, n'est-ce pas? Donc, ça va prendre toute une séance de pratique, n'est-ce pas, pour pratiquer ce son et pour savoir comment le produire convenablement. Maintenant, parlons du son que représente la lettre R. Alors, vous voyez que dans la phonétique française, le son R est représenté, c'est-à-dire le son R, est représenté par la lettre R majuscule qui est renversée. Alors qu'en anglais, ce son est représenté par un autre symbole. Bien entendu, ce n'est pas le même son, en fait, parce que cela n'est pas produit de la même manière. Alors ça, c'est pour vous rappeler que le R anglais n'est pas le même que le R français. Prenons le mot rat en français, ça s'écrit de la même manière qu'en anglais, mais on ne produit pas les sons de la même manière. Alors qu'en français, on dit rat, mais en anglais, c'est rat. Rat. Vous voyez? Rat. Parce que le R n'est pas produit de la même façon. Donc, par conséquent, ce sont deux sons séparés. Donc, c'est un son qu'on va apprendre comment le produire. Donc, nous n'allons pas donner des détails dans ce cours parce que le but de celui-ci est de vous donner un aperçu sur les lettres, mais on aura des leçons où on va consacrer à la pratique de chaque son que vous devez apprendre. Maintenant, parlons des voyelles. Parmi les 20 voyelles qui sont en anglais, alors les sons voyelles, il y a 2 que vous avez déjà. Maintenant, donc, il y a 18 à apprendre. La structure des sons voyelles en anglais est très différente de la structure des sons voyelles en français. Dans la structure de la langue anglaise, il y a 3 catégories de sons voyelles. Il y a les sons courts, les sons longs et les diphtongues. Les sons courts sont A, I, E, A, U. C'est comme ces voyelles-là se sont produites en un temps. Mais les voyelles longues se traînent. C'est comme quand on dit O en français. Ça se traîne. Donc,
En fait, traîner et ne pas traîner un son fait une différence en anglais et ça peut conduire à un autre mot ou à une mauvaise prononciation. Alors, les sons longs sont A, E, I, O, OU. Si on ne les traîne pas, ça va produire une mauvaise prononciation. Par exemple, il y a le I. Si on ne le traîne pas, on dit I, ça peut être confondu avec le son E en anglais et dans certains cas peut produire un autre mot au lieu du mot qu'on voulait dire. Passons maintenant aux diphtongues. Les diphtongues ou une diphtongue est une combinaison de deux sons où au moins l'un des deux sons est dit à moitié, pas entièrement. Dans certains cas, ce sont les deux sons qui sont dits à moitié, alors que dans d'autres cas, dans la plupart des cas, c'est le dernier son qui est dit à moitié. Alors là, nous avons 8 diphtongues. Alors en anglais, il y a 8 diphtongues. Les diphtongues sont I, O, A, L, E, Oi, OU. Alors, vous pouvez remarquer que la majorité de ces sons sont très difficiles à produire. C'est pourquoi nous avons mis des leçons pour apprendre à bien les produire et à les pratiquer, parce qu'en produisant ces sons-là avec efficacité, cela permet d'éviter des confusions de langage auprès des anglophones. Cela permet aussi de vous exprimer clairement sans ambiguïté. Alors, nous avons élaboré pour vous les voyelles par ordre de facilité, c'est-à-dire des voyelles qui sont plus faciles à produire à celles qui sont plus difficiles. Alors, les voyelles les plus faciles sont A, O, I, E, I, A, Oi. Alors, on a les voyelles longues, n'est-ce pas, qu'on a dit au début, à savoir A, O, I, E, OU. Alors qu'on a les diphtongues I, A, Oi. Donc, naturellement, on ne traîne pas trop sur le Y parce que c'est pas le son Y, c'est plutôt au lieu de I, c'est I, A, Oi. Alors, les voyelles qui sont difficiles sont E, A, U, Ao, Eo, Ir, L, OU. Alors, pour vous faciliter la tâche, alors lorsque vous aurez à apprendre ces leçons, nous vous indiquerons exactement les mouvements et qu'il faut faire pour produire ces sons correctement. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Alors, jusqu'ici, vous avez pu voir que la structure de la phonétique anglaise est très différente de la structure phonétique française, bien qu'on a beaucoup de sons en commun. Comme vous voyez par rapport aux voyelles, il y a les sons courts, les sons longs et les diphtongues. Maintenant, il y a une autre caractéristique qui est tout à fait importante. Ce sont les accents toniques. En anglais, chaque mot ayant plus de 2 syllabes a un accent primaire et certains ont un accent secondaire. L'accent tonique est la syllabe qui est dite avec une tonalité plus élevée. Et certains mots ont un accent secondaire qui est dit avec un accent moins élevé que l'accent primaire. Par exemple, dans le mot communication. Alors, à l'écran, vous avez vu comment ce mot est écrit en phonétique et les indications d'accent tonique qui y sont insérées. Alors, vous avez vu qu'il y a l'accent tonique, l'accent primaire qu'on met en vert, n'est-ce pas, qui est au-dessus de la ligne, au-dessus du mot. Donc, l'accent est mis juste avant la syllabe qui a l'accent primaire, like K, like cation. Alors, ce n'est pas dit avec la même tonalité que la syllabe accentuée. Maintenant, quant à l'accent secondaire, il est moins fort que l'accent primaire. Et le symbole de l'accent secondaire est mis au-dessous de la première lettre du syllabe concernée. Alors, à l'écran, il s'agit de la deuxième syllabe du mot, communication. Alors, voilà pourquoi dans le cadre phonétique et dans le cadre de la philosophie de ce cours, nous croyons que la phonétique est le moyen primaire ou principal pour aider les étudiants de la langue anglaise
à mieux prononcer parce que les textes phonétiques résoudent le problème. Par exemple, dans les textes non phonétiques, il n'y a aucune indication qui permette de savoir quelle syllabe a l'accent ou non, ou soit l'accent primaire ou l'accent secondaire ou non. On ne va pas pouvoir voir ça. Alors que dans un texte phonétique, donc ça va être tout à fait évident. Ainsi, ça vous aide à mieux lire et à mieux pratiquer, à mieux comprendre et le sens. Alors, non seulement le sens, mais aussi comment énoncer les mots correctement. Alors, parlons de notre aspect de la langue à travers ce sont les sons p, tr et k, c'est l'aspiration accentuée. Donc, quand une syllabe accentuée d'un mot commence avec l'un de ces trois sons, ce dernier est aspiré, tel que dans le mot apart. Donc, apart est aspiré. Donc, il y a un souffle qui marche avec le son p. Maintenant, parlons d'une autre caractéristique des textes phonétiques, c'est le fait d'avoir une séparation entre les syllabes. Alors, dans les deux mots affichés à l'écran en phonétique, alors on voit en rouge un point qui sépare deux syllabes, deux mots. Alors, dans les textes que nous produisons, nous nous efforçons autant que possible de mettre ce point de séparation entre deux syllabes. Alors, pourquoi? C'est parce que la façon dont on considère la notion de syllabe en anglais est différente de la façon dont cette notion est considérée en français. Parfois, la différence peut conduire à une mauvaise prononciation. Alors, à l'écran, il y a deux mots affichés. Ce sont loving et serious. Alors, dans le cadre du premier mot, loving, un francophone aurait tendance à penser que la première syllabe est la et la deuxième ving. Alors que en anglais, la première syllabe est love. La deuxième est ing. Love, ing. Maintenant, ceci joue un rôle sur la façon dont vous prononcerez ce mot. Au lieu de la ving, c'est plutôt love, ing. Vous voyez la différence que cela fait? Alors, c'est encore plus crucial pour le mot serious. Pourquoi? C'est parce que la séparation des syllabes permet d'éviter de diviser la diphtongue. En fait, dans le mot serious, on a deux diphtongues. Mais ce qui arrive, c'est que comment sauriez-vous qu'il s'agit de diphtongue ou non, puisque chacun de ces sons pourrait être une syllabe à part entière? C'est le symbole de la séparation de syllabes qui vous permet de voir ou de confirmer qu'il s'agit en fait d'une diphtongue et que ces sons-là ne sont pas à prononcer séparément. Alors, c'est pourquoi, pour vous faciliter la tâche, nous commençons avec les sons qui sont plus faciles pour vous, ou plus difficiles au lieu de vous les enseigner par catégorie, parce que c'est ce qui va vous faciliter la tâche dans l'apprentissage de la phonétique anglaise. En fait, il faut dire que les sons de voyelles qui ne vous sont pas familiers sont très difficiles, mais avec beaucoup de pratique, vous serez en mesure de mieux les maîtriser. Alors, finissons pour dire que c'était un plaisir de vous présenter ce cours, bien que celui-ci est chargé d'informations qui ne vous sont pas familières. Mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a une leçon qui est consacrée pour chaque son à part, avec des séances de pratique. Cela vous aidera non seulement à bien apprendre chacun de ces sons, mais aussi à les énoncer avec facilité. Et comme résultat, vous serez capable de vous faire comprendre avec facilité par les anglophones. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à liker, à acheter des produits qui sont disponibles si vous en avez besoin et à contribuer si c'est ce que vous aimeriez faire. Le temps nous manque dans ce cours d'évoquer les autres activités de ce jour avec vous, donc nous le ferons lors de notre exposé. Donc par conséquent, nous vous souhaitons bon apprentissage et au prochain exposé. C'était Pierre Ludoval avec vous.